Très claire. Et l'une des questions que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelles conséquences pour Washington après cette reconnaissance? Pour cela, on prend tout de suite la direction de la capitale américaine. Bonjour Mathieu Mabin. Cette reconnaissance de la Palestine par plusieurs alliés comme Paris, Ottawa ou Londres isole-t-elle Washington de ses alliés? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors si seulement la classe politique américaine pouvait ici être aussi tempérée que votre plateau. Alors oui, le fossé se creuse, c'est vrai, inexorablement entre Washington et ses alliés, ça c'est un constat absolument indéniable. Le Royaume-Uni, le Canada, la France, mais aussi l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, et j'en oublie, ont tous ces dernières semaines, ces derniers jours, reconnu l'État palestinien. Soyons clairs, pour Washington, ce sont autant de partenaires historiques, le mot est important, des partenaires historiques des États-Unis qui jugent cette démarche incontournable pour relancer un processus de paix bloqué, c'est vrai, depuis des années. Et là, la responsabilité est largement partagée entre démocrates et républicains. Mais à la Maison-Blanche, strictement rien ne bouge concrètement. Donald Trump dénonce même ce qu'il appelle un cadeau fait au Hamas. Vous voyez qu'on est vraiment loin de la posture que vous pouvez constater à Paris, en tout cas à l'Élysée. À propos de la France, il a même déclaré que les paroles d'Emmanuel Macron, perçues ici comme à l'origine de ce mouvement, je cite, « ces paroles ne comptent pas, tout simplement ». Un ton raisonnablement abrupt, c'est le moins qu'on puisse dire, et teinté d'un vrai ressentiment, malgré tout, de la part du président américain, qui traduit une réalité pour Washington. Ces reconnaissances n'ont concrètement aucun impact pour lui. Donald Trump l'a dit clairement, elles ne changeront rien à la politique américaine au Moyen-Orient. Les États-Unis restent campés donc sur leur ligne, celle d'un soutien inconditionnel à Israël et d'un rejet de toute reconnaissance de la Palestine tant que la sécurité de l'État hébreu ne sera pas garantie. Et attention, précisons encore que dans ce contexte, les démocrates marquent à peine leur différence. Joe Biden, Kamala Harris et d'autres figures du parti réaffirme, c'est vrai, qu'une solution à deux États reste la seule voie de sortie au conflit. Ça a toujours été leur position, mais aucun d'eux n'a appelé à s'aligner sur Paris, Londres ou Ottawa. Ils plaident même plutôt pour rouvrir la voie diplomatique. On ne peut pas considérer que ce soit une prise de risque majeure, là où Donald Trump s'enferme encore une fois dans une position de blocage. Mais dans le fond, le soutien à Israël fait largement consensus, et même sur l'aile gauche du Parti démocrate, on sent bien que les soutiens les plus virulents de la cause palestinienne, ces soutiens qu'on a entendus autrefois dans l'entourage de Bernie Sanders, pour ne citer que lui, ces soutiens ont été largement invités à se faire discrets, et ça fonctionne. Conséquence immédiate, les États-Unis apparaissent, c'est vrai, de plus en plus isolés sur la scène internationale, comme au Conseil de sécurité d'ailleurs, mais aussi sur leur propre scène politique, et tout le problème est là, comme pris entre l'inflexibilité affichée par la Maison-Blanche et la volonté de leurs alliés européens et canadiens de rouvrir le dossier palestinien. Et cette administration Trump, Mathieu, sans surprise, elle n'a cessé ces dernières semaines de réitérer son soutien à Israël, soutien coûte que coûte. Oui, on a déjà partiellement répondu à ça, mais la réponse tient en un mélange d'histoire, de stratégie, de politique intérieure, d'enjeux économiques, disons-le, historiquement. D'abord, depuis la création d'Israël en 1948, Washington s'est toujours imposé comme le principal protecteur de l'État hébreu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la guerre froide a aussi renforcé cette alliance jusqu'à faire d'Israël une puissance nucléaire, la seule de la région. Israël a aussi été longtemps le seul allié fiable des Américains au Proche-Orient. Et c'est vrai que Washington a la mémoire longue face à des régimes arabes à l'époque proches de Moscou. C'est une réalité qui paraît lointaine, mais qui est encore très ancrée ici dans la tête des diplomates de tous bords au département d'État. Et même si les équilibres ont beaucoup changé depuis, cette logique de bloc s'est en quelque sorte transformé en réflexe stratégique conditionné. Sur le plan militaire maintenant, l'État hébreu, on le sait, est perçu comme un poste avancé, une tête de pont de la puissance américaine au Moyen-Orient. Malgré les bases américaines dans les pays arabes voisins. Les États-Unis fournissent une aide annuelle de plus de 3,8 milliards de dollars, essentiellement en assistance militaire, et c'est même une évaluation basse. En retour, Israël partage son renseignement, on le sait, un renseignement précieux pour Washington, et incarne une forme de projet
projection américaine dans une région qui, c'est vrai, reste tout à fait instable. Et on l'a encore vu avec l'épisode de Doha il y a quelques semaines. Mais avant tout, il faut parler du poids considérable d'Israël sur la politique intérieure américaine. La clé est là en réalité. Le soutien à Israël transcende les clivages, on l'a dit. Il est défendu par les évangéliques, le pilier électoral du Parti républicain, mais aussi par une partie de l'establishment démocrate. Encore une fois, on ne le dira jamais assez. Critiquer Israël reste encore aujourd'hui un risque politique majeur à Washington pour quiconque aspirerait à gouverner un jour. Mathieu Mabin en direct de Washington. Merci pour tous ces éléments, Mathieu. Gauthier ? Juste une chose, Mathieu. Vous disiez à l'instant que l'aile gauche, en quelque sorte, des démocrates avait été priée de se faire discrète dans ses intentions pro-palestiniennes. Qu'a-t-on mis dans la balance pour que cette aile gauche reste discrète? Parce qu'après tout, récolter les voix pro-palestiniennes, même si ce sont des voix qui se fichent de la cause palestinienne, c'est quand même tendanciellement avantageux. Oui, je suis absolument d'accord avec vous, mais en réalité, tout cela remonte à la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, celle qui a vu la défaite de Kamala Harris. Vous vous souvenez du malaise autour du sujet déjà de Gaza. Vous vous souvenez de l'embarras de Kamala Harris qui effectivement tirait sur la manche de Joe Biden à l'époque où Joe Biden était encore le candidat et même après, pour prendre une position plus marquée sur la cause palestinienne. Kamala Harris a toujours en réalité essuyé des fins de non-recevoir de la part du Parti démocrate. Et finalement, cette pression s'est exercée également sur l'aile gauche au nom de la cohérence et du pacte démocrate face à l'enjeu de la campagne présidentielle. Et il en reste quelque chose. Aujourd'hui, il serait difficile pour celles qu'on appelle les 4 fantastiques, je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, 4 parlementaires démocrates dans l'environnement de Bernie Sanders, cette génération montante qui a pu incarner un moment, ça n'est plus le cas, en tout cas pas en ce moment, une forme d'alternative au vieux Parti démocrate. On ne les entend pas beaucoup. Il leur a été, certainement sans qu'elle n'en ait jamais fait la confidence, il leur a été demandé de se faire discrète. Ça n'est que ce constat. En réalité, aujourd'hui, on n'entend pas dans Washington, il n'y a pas à Washington, devant le Capitole des États-Unis, de manifestations comme il y a pu y en avoir par le passé avant qu'on entre dans la campagne. C'était déjà il y a plus d'1 an. Un échange très instructif. Merci à vous deux.